Bienvenue à toutes et à tous. Écoutez, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette deuxième table ronde de la journée pour parler de la cybersécurité. Comment sécuriser ces données en santé? Vous le savez, les hôpitaux français ont fait l'objet de plusieurs attaques, donc 27 cyberattaques majeures en 2020 et une par semaine en 2021, chiffre confirmé par le secrétaire d'État à la transition numérique qui rappelait toutefois que l'ensemble de la société et l'économie française vivent quotidiennement sous cette menace. Les hôpitaux français représentent à eux seuls 11% des cyberattaques recensées en France en 2020 et la tendance tend à s'amplifier depuis le début de cette année 2021, apparemment une par semaine, ce qui est quand même beaucoup. Et en pleine pandémie, le chiffre est inquiétant et explique l'enveloppe d'1 milliard d'euros pour renforcer justement la stratégie française de cybersécurité annoncée le 18 février dernier par notre président Emmanuel Macron. Donc face à cette évolution rapide de la menace dans le domaine de la santé, mais qui touche également d'autres secteurs, il ne faut pas l'oublier, des entreprises, des institutions publiques et des collectivités, c'est la même question. Comment sécuriser ces données? Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir des acteurs qui ont été directement impactés par cette menace, qui l'ont vécu de l'intérieur dans leur établissement. Et nous accueillerons également les experts de la cybersécurité chez Berger-Levrault, mesdames et messieurs. Avec moi aujourd'hui, je commence avec le plateau, donc Franck Toufaili. Donc Franck, vous êtes le directeur des activités sanitaires et sociales chez Berger-Levrault. Grégoire Lechard, vous êtes le directeur du pôle BLTech de Berger-Levrault. Et en duplex, virtuellement connectés avec nous, ils n'ont pas pu être là physiquement, mais ils sont quand même là. Christian Prudhomme, responsable des systèmes d'informatique du groupe des cliniques Noalis. Et Florent Delaruelle, directeur des systèmes d'information de la clinique de l'Anjou. Messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre. Nous sommes ravis d'être connectés avec vous. Bonjour. Alors, nous allons également accueillir pendant cette session Alain Duez, qui malheureusement n'a pas pu être là aujourd'hui. Alain Duez est le responsable de la sécurité des systèmes d'information technique de Berger-Levrault. J'ai eu la chance de discuter avec lui hier, donc il nous a quand même laissé quelques éléments que nous allons découvrir en vidéo tout à l'heure. Donc merci à tous de me rejoindre pour parler de ces cyberattaques et comment y faire face. Donc on a vu les cyberattaques de Dax, Villefranche-sur-Saône, la liste est longue, ça devient de plus en plus longue, d'où l'importance de prendre l'enjeu de la cybersécurité très au sérieux. Et en pleine pandémie, vous le disiez tout à l'heure, Franck, je me rappelle, une crise dans la crise, c'est ce qu'a dit justement le président de la République, ça devient quand même très très compliqué. Pourquoi est-ce que les hôpitaux sont la cible de cyberattaques? Pourquoi la santé, Franck? Alors, bonjour à tous. D'abord, les hôpitaux, les cliniques, tous les établissements de santé. En fait, la santé, de manière générale, est aujourd'hui la cible de ces attaques. Moi, je dirais plusieurs facteurs font qu'aujourd'hui, la santé est vraiment en première ligne. Tout d'abord, la nature de l'activité. Au fait, dans un établissement de santé, que ce soit clinique ou hôpital ou maison de retraite, l'objectif principal, c'est de soigner. On peut imaginer que pour certaines personnes, les problèmes de sécurité passeront après les soins qu'on apporte aux personnes, parce que là, on parle de vie. Il y a aussi la nature même de la structure des outils utilisés par ces établissements. On est dans le monde de la santé, là où il y a le plus d'intervenants, plus d'interlocuteurs et d'acteurs sur les spécialités, les différentes spécialités, d'où l'interconnexion, on en a parlé ce matin, de l'interopérabilité. Donc il y a des systèmes d'interopérabilité dans tous les sens. Donc il y a des portes qui sont possiblement ouverts ou peuvent être fracturés par des cyberattaquants. Et puis, troisièmement, là aussi on en a parlé, c'est les moyens. Jusqu'à aujourd'hui, les moyens ne sont pas à la hauteur de ces enjeux. Donc, ça explique pourquoi aujourd'hui la santé, elle est en première ligne. Les attaques se multiplient. Heureusement, il y a des choses qui se préparent. Mais je pense qu'Alain Duez pourra nous donner beaucoup plus de précisions, un peu plus détaillées par rapport à ce que je vous dis. Tout à fait. Merci Franck. Et je vous propose d'écouter la réaction d'Alain Duez à cette question. Aujourd'hui, nous vivons dans un climat anxiogène. L'ANSSI a noté une augmentation de 255% du nombre de rapports de cyberattaques dans son périmètre entre 2019 et 2020. Le nombre d'attaques par ransomware a été multiplié par 4. Quand on regarde l'actualité récente, on s'aperçoit que ça va continuer comme ça. L'ANSSI a aussi dit que les menaces d'attaques par rançongiciel sont les menaces immédiates pour les établissements de santé, que ce soit en termes de volume, de fréquence ou de conséquences de ces attaques.
Alors, pour répondre à votre question concernant pourquoi les établissements de santé, on peut voir ça comme étant lié à plusieurs points. Le premier point, c'est le contexte actuel de pandémie liée au Covid-19 qui fait sûrement dire à des attaquants qu'un établissement, du fait de son besoin critique de continuité d'activité, va sûrement ou potentiellement plus facilement payer la rançon. Le deuxième point, c'est que les systèmes d'information des établissements de santé ont des surfaces d'attaque importantes qui doivent répondre en termes de disponibilité, d'intégrité, de confidentialité, mais aussi d'interopérabilité. Aujourd'hui, pour pouvoir prodiguer des soins, un médecin a besoin de toutes ces mesures technologiques. S'il n'y a pas accès, il va être mis en difficulté afin de prodiguer des soins ou d'apporter un avis éclairé sur une situation. Enfin, encore plus grave, si un rançongiciel bloque les unités de soins intensifs, qui sont souvent connectées au réseau, voire tout le temps connectées au réseau, la vie de patients gravement malades va être mise en danger. Dans un rapport du 22 février 2021, l'ANSSI explique que le risque de cyberattaque sur les établissements de santé est jugé élevé. Et ça pour 3 points principaux. L'obsolescence des parcs informatiques, les systèmes sont très hétérogènes, et enfin un manque de moyens, que ce soit en termes financiers, humains ou technologiques, dans la cybersécurité. Alors Grégoire, je pense que tout ça, ça vous parle, hein. C'est aussi votre thématique. Donc peut-être une petite réaction rapide. En fait, il y a un effet d'accélération évident. Le masque, pardon. Il y a un effet d'accélération évidente de ces menaces et la difficulté qu'on voit chez nos clients, mais aussi chez nous, puisque nous avons aussi un parc informatique et des données importantes à gérer pour notre propre usage, c'est que ces menaces s'accélère, la rapidité avec laquelle les assaillants trouvent les nouvelles failles s'accélère et qu'un parc informatique, c'est du travail pour le mettre à jour, pour veiller à mettre à jour tous ces services et ces ouvertures, comme le disait Alain. Et effectivement, il y a d'un côté des assaillants qui ont pris pour cible des établissements de santé et qui sont partout dans le monde. Parce que c'est facile, parce qu'ils paieront plus facilement pour toutes les raisons qu'a expliqué Alain. Et de l'autre, une actualité des établissements de santé qui est ailleurs que dans le maintien de sa sécurité informatique. Grégoire, nous reviendrons sur ces points. Donc moi, je vais revenir sur l'enveloppe d'1 milliard d'euros pour renforcer justement la stratégie française de cybersécurité qui a été annoncée. Donc c'est des gros moyens, hein, on le voit bien. Et quelle est cette réponse de l'État, peut-être, avant d'écouter Alain, un petit mot, Franck? La réponse de l'État, je pense qu'elle est à la hauteur des enjeux et des problèmes que nous vivons aujourd'hui. Je crois qu'il y a 1 milliard d'euros qui est mis sur la table pour la cybersécurité dans les établissements de santé. Mais Alain va nous expliquer, puisqu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont précis et qui permettent aux établissements de bénéficier de cette aide-là, à condition d'intégrer la cybersécurité dans l'ensemble des systèmes d'information. Donc on en reparle juste après Alain. Écoutons-le. L'État renforce globalement sa stratégie sur la sécurité des établissements de santé. Une enveloppe de 350 millions d'euros est allouée pour le renforcement des SI des établissements de santé. 25 millions d'euros de l'enveloppe de l'ANSSI vont être dédiés à des audits de vulnérabilité. Le soutien de l'État ne sera donné qu'aux établissements de santé qui donnent entre 5 et 10% de leur budget informatique dédié à la cybersécurité. Des actions de sensibilisation seront systématisées pour tous les acteurs de santé dans le cadre de leur formation. Et enfin, 135 groupements hospitaliers seront intégrés aux opérateurs de services sensibles. Donc je pense que le maître mot, c'est sensibilisation. Sensibilisation, information, accompagnement. Et en fait,
le système de sécurité des systèmes d'information devient aussi important que la validation des outils, par exemple, de prescription. Il faut qu'ils soient certifiés, il faut qu'ils soient validés et l'État apportera son soutien par rapport à ces éléments-là. Mais effectivement, information, explication et accompagnement. Merci pour cet éclairage, Franck. Je me tourne maintenant vers nos invités qui ne sont pas physiquement avec nous, mais ils sont virtuellement là. Christian Prudhomme, donc, je disais, vous êtes le responsable des systèmes informatiques du groupe de clinique Noalis. Vous l'avez vécu de l'intérieur dans votre établissement. J'imagine que tout ce qu'on a entendu là, à l'instant, ça doit résonner. Hein ? Tout à fait. Bonjour à tous. En fait, au niveau d'un de nos établissements, l'hôpital privé d'Attestia, nous avons vécu une attaque par cryptovirus en septembre 2019. Je vais revenir juste un peu en arrière sur la réunion de lancement qui a eu lieu ce matin de ce BL Day. On entendait Dominique Pont nous dire voilà, il faut que l'État gère sa partie et qu'ensuite les éditeurs jouent, en tout cas assument leur rôle. Je crois que dans les établissements de santé aujourd'hui, le constat qui doit être fait est un constat un peu de la même nature, c'est-à-dire que on soigne avant tout des personnes en difficulté et dont l'état de santé est précaire dans nos structures, et on fait tout pour le faire bien. L'informatique est un outil nécessaire, indispensable. Nos invités de la table ronde l'ont dit tout à l'heure. Voilà, les médecins ne peuvent plus aujourd'hui se passer de ces informations précieuses dans la continuité et la sécurité de la prise en charge des patients. Et je crois qu'à un moment, il faut faire un constat d'humilité. Alors nous, le constat d'humilité, on l'a fait par la force des choses, puisque ce cryptovirus, en septembre 2019, nous a laissé exsangues. Nous avions perdu, en tout cas dans un premier temps, une grande partie de nos données, que nous avons réussi à récupérer, Dieu merci, sur la partie médicale, mais sur la partie financière et administrative. Nous avons fait appel à Berger-Levrault, à notre partenaire, et quand je dis faire appel, c'était plutôt un cri au secours et à l'aide que nous avons exprimé, parce que sans une aide précieuse, puisqu'à l'époque nos données et les serveurs étaient installés dans la clinique en interne, ce qui était un choix historique que je défendais pas forcément, mais dont j'avais hérité. Et là, la décision avec notre président qui est intervenu ce matin, Jean-Loup Durousset, a été immédiate. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus réinstaller nos données et nos applicatifs en interne sans prendre de nouveaux risques. Et donc, tout naturellement, on s'est tourné vers l'offre complète de Berger-Levrault qui permet à la fois de bénéficier des logiciels GAP administratifs et financiers de la société Sigems, mais aussi de Expert Santé qui est venu rejoindre ce groupe, et ce qui nous a, nous, à nouveau sécurisé. Donc, effectivement, un grand moment de doute et de solitude quand on se retrouve face à une situation où on ne sait plus trop ce qu'on va pouvoir récupérer et comment on va pouvoir redémarrer au plus vite l'exploitation, sachant que au-delà de l'angoisse et de l'inquiétude, il y a tous les utilisateurs qui viennent vous voir et qui vous disent alors, quand est-ce que ça redémarre, comment on va pouvoir réexploiter nos données et tous les traitements que nous devons remettre en route très rapidement. Et donc là, la mobilisation des équipes de Berger-Levrault, leur disponibilité, leur réactivité nous ont permis de minimiser toutes ces difficultés auxquelles nous avons été confrontés, et nous avons donc fait le choix d'un hébergement à 100% dans le data center avec les logiciels métiers qui sont édités par le groupe Berger-Levrault. Franck en parlait tout à l'heure, Monsieur Grégoire Lachard aussi. Nous sommes vulnérables aussi parce que nous avons de la communication. Il y a de l'interopérabilité entre nos systèmes et les partenaires extérieurs, nos prestataires, laboratoires, plateaux d'imagerie, Anapat et autres. Et là aussi, nous avons fait le choix d'héberger une machine virtuelle chez Berger-Levrault qui contient notre AI, l'outil de communication et le nœud de communication des données entre les différents logiciels, qui n'est plus chez nous maintenant, mais qui est hébergé en toute sécurité dans le data center, ce qui nous permet de ne plus avoir de liaison directe et puis d'avoir les spécialistes qui veillent justement sur la sécurité et sur les mises à jour nécessaires pour mettre en place les correctifs qui permettent d'avoir une exploitation la plus sécurisée possible. En tout cas, grand moment de doute.
une peur et une angoisse importante. Et puis surtout, une exploitation qui, si elle ne redémarre pas, peut être mise à mal, ou une clinique pourrait, à mon avis, mettre la clé sous la porte si justement ces niveaux de sécurité ne sont pas au rendez-vous, et si on ne peut pas avoir un plan de reprise qui soit efficace, structuré, organisé. Merci Christian, Franck et Grégoire. Je vous ferai réagir dans un petit moment, mais écoutons d'abord Florent Delariel, qui est avec nous aussi, qui est le DSI de la clinique de l'Anjou. Il a vécu, j'ai envie de dire que Florent, plus ou moins la même chose, mais vous y êtes encore dedans, hein? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc nous, notre cyberattaque, elle s'est produite il y a 2 mois. C'était dans la nuit du vendredi au samedi 23 janvier. Donc ça reste récent, même si ça fait déjà 2 mois. Et donc cette nuit-là, le temps que le personnel s'aperçoive des dysfonctionnements et appelle le support informatique d'astreinte, en fait, l'ensemble du parc informatique était déjà corrompu. Immédiatement, on a activé nos modes dégradés en imprimant, quand on pouvait le faire, les dossiers patients présents pour pouvoir garantir la continuité de la prise en charge des patients. On a rapidement activé le plan blanc pour pouvoir rappeler le personnel, pouvoir réorganiser la prise en charge des patients. Et on a mis en place, bien sûr, une cellule de crise. Ensuite, la prise en charge des patients s'est bien déroulée. Comme habituellement, il n'y a eu aucune dégradation de service et l'activité médicale a été assurée à 100%. Toutes les interventions prévues ont été faites en temps et en heure. Un petit peu de retard les premiers jours, mais toutes les interventions ont pu avoir lieu. Et par contre, toute la traçabilité s'est faite sur papier. Donc, on a continué sur nos modes dégradés papier. Et c'est très récemment qu'on a repris une partie seulement de l'activité sur informatique. Donc, comme il y a 15 ans maintenant, toute l'activité de soins a été tracée sur papier. Les médecins faisaient des ordonnances sur papier, etc. Donc, en parallèle de cette reprise de l'activité médicale, on a mené à l'aide de l'ANSSI, à distance, et aussi avec notre assureur, la CHAM, aussi à distance, deux plans d'action. Un premier plan d'action à très court terme pour pouvoir sécuriser ce qui était encore fonctionnel, c'est-à-dire tout le réseau biomédical qui était bien séparé du réseau clinique. Et donc, ce réseau-là est resté fonctionnel. Donc, les appareils médicaux qui sont reliés au réseau n'ont pas été touchés. Et la téléphonie également, qui n'a pas été touchée non plus. Donc, on a bien sécurisé ces 2 éléments. Et on a très rapidement aussi coupé tous les liens avec tous nos partenaires, comme la radiologie, le laboratoire, ou avec aussi Berger-Levrault pour pas toucher les hébergements extérieurs. Et puis après, on a mis en place un second plan d'action pour pouvoir remettre en service notre système d'information et nos applicatifs. Par rapport à ce second plan d'action, nous, on a choisi de refaire entièrement notre structure informatique. On était sur des systèmes d'information un petit peu vieillissants, même s'ils restaient quand même à jour. Il était temps de les moderniser. C'était dans notre plan d'investissement pour 2021. Donc, la cyberattaque nous a fait devancer toute cette remise à niveau de notre système d'information. Voilà, donc on a dû racheter et du matériel et des licences. Voilà, et dans les premiers jours, dès le week-end, on a pu rapidement prendre contact avec nos partenaires. Donc, que ce soit nos partenaires système ou réseau, également aussi Berger-Levrault, qui nous a bien aidé pour pouvoir redémarrer l'activité, notamment l'accueil des patients, puisqu'on avait commencé à migrer notre système d'information qui était en interne chez nous à la clinique de l'Anjou vers les data centers de Berger-Levrault,
avec Expert Santé, qui était déjà hébergé et fonctionnel au niveau de l'accueil des patients et de la gestion des lits. Et puis Sigems, où on avait commencé à mettre en place, mais ce n'était pas du tout finalisé encore. Et dès le samedi, ils nous ont répondu pour que dès le lundi, on puisse refaire l'accueil des patients à la clinique. Merci Florent pour ce témoignage. Franck, justement, malheureusement, j'ai envie de dire, ce ne sont pas des cas isolés, hein, surtout en ce moment. Non, malheureusement, ce ne sont pas des cas isolés. Vendredi dernier, j'ai eu un coup de fil d'un autre client qui est de la même situation à peu près, avec nos deux produits et qui est hébergé sur ces infrastructures. Malheureusement, ils ont subi une autre attaque, donc on est en train d'essayer de les aider pour monter une équipe. Non, c'est pas isolé et malheureusement, ça va continuer. Moi, j'avais envie de dire, c'est un phénomène qui va s'amplifier. Grégoire en a parlé. Et c'est quelque chose qu'il faudra apprendre à vivre avec. On ne va pas changer les choses du jour au lendemain et c'est quelque chose qui va être assez durable. Donc c'est pour ça qu'il faut se prémunir. Justement, absolument. Ça fait une bonne transition. Donc comment se prémunir? Comment faire face à ces attaques? La réponse d'Alain Duez. Il y a plusieurs éléments importants. 1. Sauvegarder ses données. 2. Maintenir ses logiciels et ses infrastructures à jour. 3. Maintenir ses solutions antivirales à jour. 4. Cloisonner son système d'information. 5. Maîtriser ses sorties Internet. 6. Maîtriser les droits des utilisateurs et des applications. Enfin, une assurance cybersécurité peut être intéressante à contracter. Il faut surtout se préparer à une cyberattaque et préparer aussi sa stratégie de communication. Grégoire, j'ai envie de me tourner vers vous pour avoir une réaction. Hein. Donc, on voit bien que tout ce que vient de dire Alain, c'est pas simple, hein, parce que quand on n'est pas expert en matière, c'est pas notre métier. C'est touchant d'entendre ces témoignages, parce que nous avons vécu aussi des situations comme ça. Et il y a, dans les premières minutes de la découverte de l'attaque, un ensemble de choses à faire qui arrivent à un moment donné où il y a beaucoup d'émotions parce que ça veut dire qu'un certain nombre de systèmes ne marchent plus, que les utilisateurs ne peuvent plus les utiliser, que ça génère une pression. Alors là, dans le cas de clinique, on peut imaginer sur le soin. Et pour autant, dans les premières minutes, il y a tout un tas de choses qui sont essentielles de faire. On l'a entendu un petit peu sur, par exemple, contenir l'attaque. Parce que quand on voit un cryptage ou un service qui est crypté, ça ne veut pas dire que l'attaque est terminée. Il est possible qu'elle soit en train de se répandre. Et là, ça veut dire quoi? Couper ça veut dire couper le réseau. Et donc c'est une espèce de boule de neige comme ça, où on rentre dans un long tunnel qui dure parfois plusieurs semaines, où on va être extrêmement secoué. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, par rapport à ça? C'était un peu la question. On intervient à plusieurs niveaux. D'abord, il y a tout ce qui touche à la prévention. La prévention, c'est par exemple... Alain a évoqué un certain nombre de points de contrôle sur comment est-ce qu'est organisé le système, le cloisonnement réseau. Est-ce que les sorties Internet sont bien protégées? Est-ce que tout ce qui est droits utilisateurs sont correctement gérés? Tout ça, nous avons des experts qui peuvent venir regarder et apporter des axes d'amélioration. Toujours sur la prévention, il y a la question de la sauvegarde. J'aimais beaucoup le point qu'on a entendu au tout début sur l'humilité. Quelle que soit la protection qu'on mette en place dans nos systèmes, il est possible que nous ayons un problème. L'histoire d'OVH, elle est là-dessus. On est sur un autre domaine du risque informatique, mais aucun des clients qui ont posé leur environnement chez OVH ne s'attendait à ce qu'un incendie puisse intervenir là-bas. Et pourtant, c'est arrivé. Et la première chose qu'il faut qu'on ait de disponible si un incident comme ça arrive, ce sont des sauvegardes utilisables, exploitables.
Donc on a un ensemble de catalogues d'offres qui permettent par exemple de sauvegarder dans nos environnements, dans notre data center, donc HDS, des sauvegardes qu'on tient au chaud et qui peuvent être ensuite utilisées pour être restaurées sur site, ou si le site est impraticable, comme c'est le cas dans le cas d'une cyberattaque de cette ampleur, redémarrer sur notre data center. Donc là, on est sur des solutions plutôt de prévention, au sens où, bon, si ça arrive, comment est-ce que... Et puis après, il y a tout l'aspect protection. Donc là, on est plus sur des outils de type antivirus, où nous avons on manage en fait des plateformes antivirus pour nos clients sur une offre qui s'appelle BL System Care et qui permet d'être déployée, de gérer un parc informatique en assurant justement le fait que les antivirus soient toujours sur la dernière version et toujours à jour. Voilà. Et puis l'autre façon de se protéger de tout ça, c'est, ça a été évoqué par notre premier témoin, c'est de confier les services à quelqu'un dont c'est le métier. Et donc nous avons des services managés autour de l'hébergement, essentiellement sur notre data center hébergeur de données de santé, où nous sommes capables de proposer un ensemble de solutions avec tout un tas de protections qui sont celles d'un data center comme celui-là. Alors, ça me rappelle, quand je préparais justement la table ronde avec Christian, vous m'aviez dit quelque chose, vous m'aviez dit que les établissements ne sont pas structurés pour gérer la sécurité en interne. Tout à fait, c'est-à-dire que je crois que, si vous voulez, Dominique Pont en parlait aussi ce matin, et Franck aussi très bien, sur l'évolution de nos systèmes, c'est-à-dire que la santé est quand même particulièrement en retard par rapport à d'autres domaines d'activité, sur l'informatisation dans son ensemble, mais aussi sur la sécurité. Donc je crois qu'il faut à la fois faire preuve, je redis cette expression parce qu'elle me paraît essentielle, être humble par rapport au constat que l'on fait de nos capacités, qu'elles soient techniques ou de ressources humaines, et puis sur ce qu'on peut faire bien et ce qu'on arrive moins bien à maîtriser. Et compte tenu du fait que les attaques se multiplient, que les hackers sont de plus en plus malins pour s'engouffrer dans des failles qui ne manquent pas d'exister dans nos systèmes, je crois que peut-être que des grands groupes peuvent le faire, mais nous sommes un groupe à taille humaine et voilà, qui privilégions la proximité et une prise en charge de qualité et avec un aspect très humain. On n'a pas, très sincèrement, les ressources informatiques internes qui nous permettraient d'avoir un niveau de sécurité suffisant. Donc, je crois qu'à la fois, les systèmes évoluent, se structurent et les fonctionnalités deviennent de plus en plus importantes. On déploie de plus en plus de modules et de plus en plus de personnes utilisent notre système d'information en interne. Et en même temps, il y a de plus en plus d'attaques. Donc, je crois qu'au bout d'un moment, il faut être raisonnable et faire un constat. Peut-être quand il est encore temps, si on devait faire passer un message à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que je crois qu'il vaut mieux éviter de vivre l'attaque qu'on a pu vivre avec Florent, chacun de notre côté et à des périodes différentes, et justement se poser ces questions-là tant qu'il en est encore temps, parce qu'on peut éviter quand même pas mal de désagréments, de soucis, de tracas et en même temps de problèmes pour les cliniques, parce que avec Florent, là, on est à peu près souriants tous les deux et voilà, on est très heureux de participer à votre journée, mais je vous assure que quand on est face au problème, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là et c'est pas facile à vivre. Donc, je crois qu'il faut en prendre conscience et puis à un moment être capable de prendre une décision. Et là, on a eu la chance, parce que moi, je travaille dans plusieurs établissements et plusieurs groupes où on travaille ailleurs avec d'autres prestataires. Et ce que je dois dire, c'est qu'on a eu quand même une réactivité tout à fait exceptionnelle, une mobilisation des équipes Berger-Levrault qui ont été, qui ont vraiment joué le rôle du partenaire avec nous. Et c'est vraiment essentiel parce que quand on est en crise, Florent le disait tout à l'heure, il faut qu'on se soit préparé, mettre en place une cellule de crise. Mais si on veut héberger, si on veut remettre en route une exploitation, il nous faut de l'aide aussi. Donc, je crois que c'est à la fois précieux et voilà, il faut se poser les questions avant. C'est le message que je voudrais faire passer. J'aimerais aussi avoir la réaction de Florent à ce sujet.
Nous, au niveau de l'hébergement, on avait étudié déjà il y a à peu près une dizaine d'années le transfert de nos systèmes d'information vers un hébergement externalisé. Mais à l'époque, il y a 10 ans, en fin de compte, c'était extrêmement cher, les coûts étaient élevés. Aujourd'hui, les coûts d'hébergement externalisé, ils sont considérablement diminués et la sécurité a augmenté, avec notamment la certification HDS, qui est obligatoire dans notre domaine d'activité quand on est hébergé à l'extérieur. À notre niveau, on avait déjà amorcé des migrations de nos logiciels critiques très récemment dans les data centers Berger-Levrault, avant notre incident. Hein. Si j'aime, c'est pour Expert Santé. Et forcément, avec notre incident, on a accéléré le process d'hébergement extérieur, puisqu'on héberge aujourd'hui à l'extérieur, donc chez Berger-Levrault, notre GAP et notre DPI. Mais on a aussi externalisé notre paye et toute notre gestion de planning de nos personnels, ce qui nous a aussi beaucoup manqué lors de la cyberattaque, puisque au niveau du planning du personnel, on n'avait aucune vision de savoir qui venait à quel moment. Donc c'est un élément important à remonter rapidement. Pour l'hébergement interne, la sécurité informatique, ça induit des coûts qui, pour certaines solutions, ne peuvent pas être supportés. Quand on parle d'EDR, c'est un petit peu technique, mais ce sont des coûts qui sont importants et qui, en plus, doivent être managés. Ça veut dire qu'il faut des personnes qui suivent ces systèmes. Et ça demande du temps et donc de l'argent. Nous, on avait fait un audit de notre système d'information dans le cadre du programme Open, qui avait indiqué malgré tout que notre sécurité était bonne. Mais malheureusement, comme le disait Christian, c'est qu'il y a des failles de sécurité qui sont remontées trop souvent par les hackers. Et nous, c'est ce qui a fait qu'on a été attaqué, une faille dans notre portail d'accès. Et d'ailleurs, cette faille a été annoncée et corrigée quelques jours seulement après notre attaque. Et donc, les hébergements extérieurs, quand ils sont bien faits, et avec notamment la certification HDS, ça permet d'avoir un peu plus de sécurité. Merci Florent. J'en profite pour rappeler à ceux qui nous regardent, ceux et celles qui nous regardent, que vous pouvez poser vos questions à nos experts, Christian et Florent, mais aussi nos experts Berger-Levrault. N'hésitez pas, il nous reste une dizaine de minutes avant la fin de ce programme. Donc Franck, je vais me tourner vers toi. Donc solution externalisée, peut-être, si ce que j'ai compris, c'est plus simple finalement et c'est moins coûteux d'avoir un seul interlocuteur pour gérer toutes ces données. Alors, en tout cas, externaliser l'hébergement de ces données, ça permet à un établissement, comme l'a dit Christian, de se consacrer à son métier et de s'adresser à un professionnel, en l'occurrence on parle de Berger-Levrault, mais en tout cas un professionnel qui, lui, a en charge cet hébergement et la protection de ces données. Il va pouvoir assurer à son client une continuité de service, une disponibilité de la donnée de manière extrêmement importante. Ça lui permettra effectivement de se consacrer à ces tâches, on va dire, d'origine et de ne pas se préoccuper ni de financer des serveurs ou d'éléments d'hébergement qui ne seront pas forcément à la hauteur des enjeux. Alors, en tant qu'expert en cybersécurité, donc peut-être, je sais qu'Alain l'a rappelé, Grégoire, peut-être revenons sur les bénéfices juste d'externaliser l'hébergement de toutes ces données pour rappeler un petit peu les grandes lignes. On l'a entendu, c'est maintenir une infrastructure informatique, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, ça demande des mises à jour qui sont nombreuses, ça demande d'être au fait et d'avoir une veille sur quelles sont les technologies qui permettent... on parlait d'EDR, l'EDR c'est les antivirus de nouvelle génération, il y a 2 ans on en parlait très très peu. Aujourd'hui, on sait qu'un antivirus classique ne suffit plus pour lutter contre la menace et tout ça, c'est notre métier
de faire attention aux 2000 machines virtuelles qu'aujourd'hui nous hébergeons à Villeneuve. Et nous le faisons pour nos clients, pour nous. Et vous profitez, quand vous nous confiez ces hébergements, de toute cette expertise que nous amenons pour notre propre usage d'abord, en fait, puisque ce sont avant tout nos services que nous protégeons. Et l'autre, après, il y a eu une époque où on se disait oui, mais alors, quand je déporte mes environnements ailleurs, je peux avoir des problèmes de réseau, je peux avoir des problèmes de ce type-là. Là aussi, la technologie a beaucoup progressé. Il y a, par exemple, des solutions qui s'appellent le SD-WAN, qui permettent de s'appuyer sur plusieurs types de liens réseau et qui permettent d'assurer cette redondance à tous les niveaux en fait, de la chaîne. Tout ça, ce sont des équipements que nous mettons en place et qu'il est extrêmement difficile de déployer dans des environnements en propre. Christian, vous vous occupez également d'autres établissements, si je me rappelle bien, et ils ont un peu tous les mêmes problèmes? Oui, si j'essaie déjà de vous faire partager l'expérience d'un autre étabbissement du groupe Noalis qui est encore hébergé, ça aussi c'était historique, chez un autre hébergeur, on voit la difficulté, c'est-à-dire que lorsqu'on a la chance d'avoir un unique interlocuteur qui gère à la fois l'hébergement et l'édition des logiciels et leur suivi, ça simplifie quand même grandement la vie de ceux qui se préoccupent de l'informatique dans ces structures. Et ça évite aussi, j'en suis persuadé, des failles de sécurité, parce que quand on est hébergé ailleurs, il faut quand même que l'éditeur puisse se connecter, puisse faire des mises à jour, donc qu'il y ait des accès extérieurs et qui créent eux-mêmes des failles de sécurité. Donc quand on concentre l'ensemble justement de nos applicatifs dans un data center et dans une société comme Berger-Levrault qui va pouvoir nous proposer l'ensemble du service, c'est une sacrée tranquillité. Ailleurs, si vous voulez, on héberge aussi nos logiciels, mais sincèrement, même si on a quelquefois, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, il nous arrive quand même d'avoir des difficultés avec nos éditeurs, même s'ils font partie du groupe Berger-Levrault. On peut avoir aussi des discussions quelquefois sur des points un peu techniques, mais sincèrement, aujourd'hui, par rapport à ce que je vis ailleurs, Berger-Levrault, c'est un vrai partenaire pour nous. C'est-à-dire que quand on souscrit, comme on l'a fait très récemment pour une nouvelle clinique qu'on a ouverte à Montbéliard le 1er mars, un ensemble de contrats chez Berger-Levrault, on ne souscrit pas un contrat d'hébergement. C'est un contrat, en fait, tout compris et global, qui va nous assurer la disponibilité de notre système d'information et des logiciels dont on a besoin pour prendre en charge nos patients. Ça change vraiment tout. Franck, petite réaction? Alors, d'abord, je suis très heureux d'entendre ce que dit Christian. D'abord, je remercie et Christian et Florent pour ce témoignage. Effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand nos partenaires nous demandent de travailler autour d'un service, effectivement, on met en place nos contrats et là, on leur doit le service complet. La sécurité des données, la disponibilité, le fonctionnement de leur applicatif. Et le jour où il y a un problème, on est là pour répondre à nos clients et on met tout en œuvre pour les aider. Et effectivement, avoir un seul interlocuteur qui permet de gérer l'hébergement d'un côté sécurisé, plus la disponibilité de l'information et de la donnée, c'est extrêmement important. Merci Franck. Juste peut-être une petite dernière question à Christian et à Florent. J'aimerais juste que vous puissiez peut-être, si vous aviez un petit conseil à donner à ceux qui nous regardent aujourd'hui, quel serait ce conseil? Je commence par vous, Florent. Le premier conseil, de toute façon, c'est d'avoir des sauvegardes qui sont fiables et intègres et qu'on puisse remonter. Donc, c'est ce qui dans notre cas, nous a sauvés. On avait des sauvegardes sur bande, même si quelquefois, j'entends dire que ça reste archaïque. C'est encore un système qui est fiable et qui nous a permis de remonter l'ensemble de nos données, sachant que notre serveur de sauvegarde en lui-même était compromis. Et c'est la dernière chose qui nous restait, c'était nos bandes. Donc, la première des choses, c'est avoir des sauvegardes déconnectées du réseau et qu'on puisse remonter. Christian? Alors, pour rester dans le temps de Dominique Pont, qui nous a
comment dire, grandement aidé sur cette feuille de route et qu'on remercie particulièrement. Moi, je vais reprendre une expression un peu amusante. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il faut accélérer le virage numérique. Donc, on le sait tous en étant conducteur, accélérer dans les virages, c'est pas toujours très prudent et il faut faire attention. Donc, je crois que plus que jamais, il faut être conscient de ses faiblesses, des risques qui nous entourent et qui peuvent malheureusement se produire et être avérés à un moment, et faire preuve de prudence, ne pas hésiter à demander conseil et pourquoi pas à chiffrer des solutions d'hébergement, parce que rien ne vaut un passage d'une exploitation interne à un hébergement chez Berger-Levrault qui soit anticipé. Et malheureusement pour Florent, je suis triste pour lui, parce que quand il dit qu'il avait déjà pensé à ce projet, qu'il l'avait préparé et que malgré tout il a été attaqué, ben, c'est une bonne leçon pour nous tous. Je crois que voilà, moi on n'a pas de leçon à donner aux autres. On a vécu le pire et bon, on s'en est relevé, c'est très bien. Mais je crois qu'il faut vraiment être conscient que ces attaques peuvent arriver à tout instant. Florent le disait tout à l'heure, même avec des niveaux de sécurité, de protection que l'on peut déployer en interne élevés, on est malgré tout vulnérable. Donc, confions à ceux qui savent le faire et dormons sur nos deux oreilles. Voilà, c'est mon avis, en tout cas pour ma part, la bonne leçon que j'ai pu en tirer. Mais en tout cas, Christian et Florent, je trouve ça courageux de venir en parler justement, parce que c'est pas toujours simple de venir parler de nos faiblesses et de nos vulnérabilités. J'espère que ça a été utile pour ceux ou celles qui nous regardent aujourd'hui. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir participé à cette table ronde avec nous. Je vais vous confier le mot de la fin, messieurs, des experts de Berger-Levrault. Donc juste peut-être, il nous reste 2 minutes, très rapidement. Quels sont les points clés à retenir justement pour cette thématique de cybersécurité? Franck, Grégoire Écoutez, je vais être très très rapide. Moi j'ai entendu donc, beaucoup d'attaques et beaucoup de remèdes. Il y a énormément de choses qu'on met en place pour assister nos clients, pour les aider à surmonter ces épreuves. Mais j'ai bien noté ce qu'a dit Christian à un moment donné. La meilleure protection, c'est de ne pas arriver à cette situation-là, c'est de se protéger avant. Si j'osais faire un parallèle, je dirais que faire un bon traitement pour se prémunir contre ces attaques est important, c'est extrêmement important. Par contre, la meilleure solution, c'est les gestes barrières. Les gestes barrières, il faut les maintenir à jour en permanence. Il faut avoir les outils nécessaires, il faut veiller à leur mise à jour et être vraiment au goût du jour pour être protégé complètement contre ces phénomènes virus extrêmement importants et virulents. Grégoire ? Oui, j'aime bien l'analogie avec les gestes barrières. Il faut avoir conscience de où en est notre protection et notre prévention par rapport à ça. Et quand je dis ça, je fais référence à l'incendie d'OVH. Le nombre de clients qui pensaient que leur site était sauvegardé par OVH à un endroit, alors que rien dans les contrats qu'ils ont signés ne le supposé, ça montre bien c'est devenu tellement compliqué que la bonne question, c'est, pour moi, est-ce que mes sauvegardes sont à un endroit où si jamais j'ai un problème que je ne connais pas, est-ce que je saurais redémarrer? C'est ça la seule bonne question. Je pense que ce sera le mot de la fin. Messieurs, Franck, Grégoire, merci. Florent, Christian, merci à tous les 4. Merci à tous. À vous, mesdames et messieurs, d'avoir participé. Voilà, donc je pense que c'était un échange riche avec des expériences et des précisions apportées sur cette thématique cybersécurité. Je vous remercie à tous et je vous retrouve tout de suite pour clôturer justement cette journée du BLD. Et avec moi en plateau vont me rejoindre dans quelques instants Pierre-Marie Lehuchet, le président directeur général de Berger-Levrault, Antoine Rouillard, que vous avez vu ce matin, le directeur général délégué de BL France, ainsi que Stéphane Manou, le directeur des opérations BL France, et vous-même, Franck Toufali, fidèle au poste. Merci à tous et à tout de suite.